Samedi 28 mai 2022, vous êtes dans l'émission Le Monde en 7. Bonjour ou bonsoir à vous tous, selon votre position sur la planète. On est encore ensemble pour faire le passage en revue de quelques sujets marquants de l'actualité de cette semaine et nous parlerons ensemble du Burkina Faso où les attaques djihadistes se multiplient. On ira ensuite du côté du Mali. Moscou promet armes, pétrole, blé et engrais dans le cadre de sa coopération avec Bamako. Et en seconde partie, on va parler du Togo. Une nouvelle charte des partis politiques a été adoptée par les députés. Nous en parlerons avec deux invités ce samedi. Jérôme Sosso, directeur de publication du Triangle des enjeux. Bonsoir Jérôme. Oui, Samuel, bonsoir. Bonsoir, cher grand frère. C'est vrai que je ne suis pas trop en forme, mais j'ai décidé à la dernière minute de répondre à l'invitation. Je profite pour dire bonjour à tous ceux qui, à travers le monde entier, nous suivent actuellement. Merci, beaucoup de courage. Merci de répondre à l'invitation. Face à vous, Eric Johnson, directeur de publication du Bi-Hebdo L'Union. Bonsoir Eric. Bonsoir Samuel. Bonsoir mon cher frère Jérôme, qui n'est pas très en forme. Ça se voit déjà à son visage. Beaucoup de courage à toi. Et Merci. je pense qu'après cette émission, tu vas prendre un petit repos et te soigner un peu parce que tu en as besoin. Merci. Merci pour l'invitation Samuel, chers amis et téléspectatrices et téléspectateurs de Neo TV, bonjour. Et je crois que vous avez passé également une très bonne semaine. Nous voici encore à ce plateau pour disséquer un peu l'actualité dans le monde pendant ces 7 derniers jours. Merci donc à vous également d'accepter notre invitation. On va prendre tout de suite la direction du Burkina Faso où une nouvelle attaque djihadiste a eu lieu. C'était mercredi 25 mai dernier. L'attaque a visé principalement les hommes. Le gouverneur de la région où l'attaque a eu lieu explique qu'une cinquantaine de personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés alors qu'elles fuyaient la commune de Madjouari dans l'est. L'annonce donc a été faite, comme je le disais, par le gouverneur de cet état de l'Est du pays, proche de la frontière avec le Bénin. Une cinquantaine de civils ont péri mercredi à Madjouari dans une attaque de djihadistes présumés. La ville était, comme Djibo et Titao, soumise à un blocus des djihadistes et les habitants privés de ravitaillement depuis une semaine tentaient de fuir. Elle s'était arrivée dans la brousse lorsque des individus non identifiés, lourdement armés, ont surgi et ont commencé par interroger donc, les membres du groupe. Ces personnes ont relâché les vieillards et ont exécuté de sang-froid donc une cinquantaine de personnes. Moi j'ai envie de dire parce que Eric Johnson, il y a beaucoup d'émotions quand ces choses surviennent, mais dans le Burkina d'aujourd'hui, ça devient tellement récurrent qu'on se rappelle que le pays avait connu un coup d'État il y a quelques mois, justement parce que les militaires estimaient que la situation sécuritaire échappait au président Roch Kaboré. On n'a pas l'impression qu'une fois au pouvoir, ils ont la recette. Oui, Samuel, on a l'habitude de le dire, hein, ces groupes djihadistes, leur mode de fonctionnement ne permet pas quand même à qui que ce soit aujourd'hui de les contenir et de pouvoir les faire rebousser chemin. Et quand vous suivez un peu l'actualité, vous avez comme l'impression que derrière ces djihadistes-là, il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui veulent détruire tout ce que ces pays qui subissent tout ça ont comme État. Donc, je crois que tuer des gens aussi froidement ne répond en rien. Si c'est une guerre, qu'on déclare la guerre et que tout le monde se met à tirer dessus, mais cette façon de tuer les gens froidement, de ne pas considérer l'humain, de faire passer des gens comme des bêtes de somme,
Franchement, je suis... À chaque fois que l'information nous parvient, je ne sais pas quoi dire. Je suis profondément touché parce que, vous savez, nous sommes des pays très pauvres. Nous n'avons pas de ressources en tant que telles pour que l'on dise que finalement ces gens-là sont venus nous mener une guerre pour s'accaparer de ceci ou de cela. Nous disons très franchement que est-ce que c'est un problème de pouvoir politique? Parce que la question qui a été posée est de voir clairement que même les militaires au pouvoir n'y arrivent pas jusqu'à aujourd'hui. Roch Christian Kaboré est peut-être arrivé au pouvoir à un mauvais moment. Et donc, c'est un moment très difficile pour ce pays frère qu'est le Burkina Faso, qui est attaqué de tous les côtés. Regardez la position de ces djihadistes au Burkina. Ils sont au nord. Là, ils ont attaqué vers le sud, mais tout à fait au sud-est. Et vous vous demandez, la dernière fois, quand ils ont eu à faire une incursion, c'est au Togo, au nord du Togo, ça veut dire au sud du Burkina. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens-là sont un peu partout installés dans ce pays. Alors, quel est en fait leur objectif? Si ce n'est pas de détruire l'État qu'est le Burkina Faso. Nous avons essayé d'analyser un peu la chose à partir du Mali où effectivement il y a eu beaucoup de frustration au niveau d'un certain peuple. Nous parlions des Touaregs, l'Azawad, qui a commencé par mener pas une guerre, mais quand même un conflit que nous disions que c'était justement pour la liberté, pour l'inclusion sociale de ce peuple-là. Aujourd'hui, au Burkina, nous ne sommes pas dans cette logique-là pour qu'on dise que des gens exercent cette facilité de tuerie sur un peuple qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, par exemple, au Mali. Mais l'arrivée de l'armée au pouvoir a été quand même applaudie par plus d'un au Burkina, tout simplement parce qu'il y avait trop de morts déjà sous Roch Christian Kaboré. Mais aujourd'hui, on se rend compte finalement que l'armée n'y arrive pas. C'est vrai qu'il y a une ou deux semaines, on nous a présenté quand même des djihadistes qui ont été éliminés par les forces de l'ordre et de sécurité du Burkina Faso. Mais cela suffit-il pour que nous puissions dire aujourd'hui que l'armée tient quand même les rênes de ce pouvoir? Non. Vous voyez la superficie de ce territoire que ces djihadistes-là sont en train de prendre est énorme. Et il faudrait trouver une solution globale et non chercher à éliminer des djihadistes à un certain niveau et revenir le lendemain. Les djihadistes vont revenir attaquer un village et ainsi de suite. Au départ, c'était des symboles de l'État qu'ils touchaient et des postes de police, de gendarmerie, de douane, après des camps, mais aujourd'hui, c'est les populations qui en pâtissent. Alors, dans le débat, on en parlera. Alors, même question, Jérôme Sossou. Actuellement, le Burkina est dirigé par un colonel de l'armée. Comment expliquer que, malgré qu'il ait pris les rênes du pays, il n'a pas jusqu'ici démontré une certaine magie pour régler le problème? Non, on dira tout simplement qu'il s'est trompé de cible. En voulant peut-être avoir envie de diriger ce peuple burkinabé, alors que ce qu'il atteint, il ne le maîtrise pas. Et moi, je me pose toujours cette question de savoir qu'est-ce qui amène ces djihadistes à
tirer sur les pauvres populations. Ces femmes et hommes qui n'ont rien, qui n'ont rien à manger, on vient, on descend sur eux, on tire. Mais il faudrait que ces djihadistes-là nous donnent clairement l'objectif qu'ils poursuivent. Et je me pose la même question de savoir qui est derrière, qui soutient ces hommes qui dictent la loi à une armée d'un État. Et puis, leur mode de fonctionnement, il arrive à moto, et puis parfois même, selon les informations qu'ils arrivent le matin, qu'ils restent jusqu'au soir, et ils se baignent même dans les fleuves avec la population. Mais par la suite, ils tirent sur eux. Moi, je n'arrive pas à comprendre. J'avais dit ici un jour que la lutte ne devrait pas être singleton. La lutte ne devait pas être étatique. Ça dit, ça devait être une lutte de la sous-région. Puisque ces hommes-là se sont annoncés à plusieurs reprises au Togo, et se sont annoncés au Bénin. Ils se sont exprimés, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest. Moi, je me dis que c'est le moment même que la CEDEAO appelle les chefs d'État de la sous-région, qu'elle étudie sérieusement ce qui pourrait être l'objectif de ces hommes, ni foi ni loi, pour quand même essayer de les repousser. J'avais également dit que lorsqu'ils s'étaient annoncés premièrement au Togo, ce n'était pas anodin. Ils n'étaient pas arrivés juste pour voir si l'armée togolaise est solide ou pas. Non, c'est que, bon, on ne comprend finalement pas ce que ces gars-là sont en train de faire, qu'ils l'expriment clairement. Et puis bon, si la CEDEAO arrive à tenir des réunions de lutte contre ces djihadistes-là, je pense que ça serait une bonne chose. Et ça peut permettre, je ne sais pas, depuis nous avons l'indépendance en Afrique, ça fait plus de 60 ans, et nous allons encore attendre des gens où nous appuyer avant de repousser nos propres frères, puisqu'ils ne sont pas de peau blanche à ce que je sache. Donc ce sont nos propres frères qui, de toute façon, se risent contre nous. On ne connaît pas encore l'objectif, la raison réelle. C'est vrai que j'avais entendu un ambassadeur des Nations Unies qui disait que lorsque les États africains vont lutter contre les djihadistes, qu'ils quand même permettent à ce que qu'ils luttent contre la famine. La famine également, parce que la pauvreté et autres là sont ce sont des éléments qui aident nos frères quand même à rentrer dans ce jeu-là. Et dans tous les cas, ça devient sérieux, ça devient très sérieux, ça craint d'ailleurs. Je souhaite que mon pays, je ne vais pas dire soit épargné, mais je souhaite que l'Afrique soit épargnée et il revient fondamentalement aux dirigeants africains d'y penser véritablement. Alors, il y a quand même, et vous l'avez évoqué tout à l'heure dans vos propos, quelques victoires que l'armée arrive à enregistrer. D'ailleurs, au niveau de l'attaque dont nous parlons, ceux qui l'ont revendiqué disent que c'était en représailles à la mort de 70 de leurs frères. Finalement, on ne comprend plus le fonctionnement de ces groupes-là. Vous êtes allé affronter une armée, vous avez été défait et vous venez vous en prendre à de pauvres populations. C'est quoi la philosophie qui est derrière? C'est vraiment incompréhensible. Au départ, on se disait que les gens luttaient pour une hégémonie islamiste dans le Sahel. Mais à voir aujourd'hui leur fonctionnement, on se demande si c'est réellement cela l'objet de leur lutte, de leur conflit qui sont en train de créer un peu partout dans la sous-région. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, vous êtes attaqué à un camp. Et logiquement, ce sont des militaires, c'est des gens qui sont aguerris à la chose et forcément, ils doivent réagir. Et donc, leur réaction a donné des pertes
dans vos camps. Maintenant, vous vous en prenez aux pauvres populations en disant que c'est en représailles. C'est vrai que lorsqu'on touche un citoyen dans un pays, c'est l'État qui est touché. Et donc, la question est de savoir si finalement ces gens-là, puisque, comme le disait un peu Jérôme tout à l'heure, c'est nos propres frères qui sont en train de mener cette guerre-là contre nous. Parce que, selon une ONG allemande, ces gens-là viennent jusque dans nos contrées pour recruter des jeunes qui sont appelés le lendemain à aller tuer leurs propres frères dans d'autres contrées du continent. C'est là où on se dit, cette guerre-là, il a dit également que c'est des gens qui restent dans la population, c'est une guerre asymétrique, mais qui craint. Parce que vous ne savez plus qui est qui, comment les gens là fonctionnent, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, c'est incompréhensible. Moi, je dis, au-delà d'une réponse régionale, que ce soit une réponse internationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que en Afrique, nous le disons toujours, nous ne fabriquons pas des armes. Les armes qu'utilisent ces gens-là proviennent de quelque part. Et si nous voyons ce qui se passe sur le plan international, des pays, surtout occidentaux, se font cette guerre de puissance militaire. Mais nous, en Afrique, on n'est pas à ce niveau. Des gens fabriquent des armes pour nous les vendre. Et ceux qui fabriquent les armes ne les utilisent pas comme nous les utilisons. Et nous les utilisons de quelle manière? Mais contre nous-mêmes. C'est là où je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe finalement. Et donc je dis, c'est au lieu de parler d'une réponse régionale ou continentale, ça doit être une réponse internationale. Il ne faut pas l'oublier. Les gens fabriquent des armes pour nous les vendre. C'est vrai que l'assassinat du président Kadhafi a été pour beaucoup dans ce que nous voyons aujourd'hui, dans ce que nous vivons dans notre sous-région. Mais il faudrait que, par exemple, que la Libye, qui est devenue aujourd'hui un terrain fertile de proportion d'armes de guerre, etc., soit véritablement sécurisée. Si ces pays-là, la Libye, le Tchad et le Soudan, etc., ne sont pas sécurisés, nous ne trouverons jamais de solution à ce problème-là que nous traversons tous. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau des autorités, on bouge? Parce que la localité qui a été prise pour cible est une localité, tout comme Djibo et Titao, qui avaient été encerclés par les djihadistes. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas rentrer. On n'a pas l'impression que l'armée ait fait quelque chose pour lever le blocus. Je ne crois pas que l'armée, même si elle a cette volonté, je ne sais pas si véritablement l'armée a les armes nécessaires ou les dispositifs nécessaires pour quand même affronter suffisamment ces hommes-là. Parce que vous connaissez leur mode de fonctionnement. Et puis, ils utilisent, on nous a appris que les armes de ces djihadistes-là sont beaucoup plus sophistiquées que les armes d'une nation. De nos armées. De nos armées. Et donc, si cela est le cas, comment est-ce que les armées pouvaient quand même individuellement arriver à quand même désillusionner ces hommes-là? C'est pour ça que, oui, fondamentalement, il faut commencer par la sous-région, l'étendre sur l'Afrique et puis continuer avec l'international. Sinon, en réalité, ces hommes, ils ne sont pas de bonne foi. Ils ne sont pas du tout de bonne foi parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on tire sur des gens, des civils, hein, des pauvres populations jusqu'à tuer 50. C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Maintenant, ils laissent les vieillards qui vont faire à manger à ces vieillards-là. Et au lieu de les tuer en même temps pour leur donner la liberté de cœur. Ce que ça donne avec ces djihadistes-là, moi je ne veux pas accuser, mais j'accuse. Parce qu'en réalité, comme l'a dit Eric, l'Afrique ne fabrique pas les armes. Et les armes qu'on donne, qu'on vend aux armées africaines ne sont pas beaucoup plus sophistiquées que les armes que ces djihadistes-là utilisent. Alors, qui nourrit quelle ambition derrière tout ça là? Qui veut devenir quoi? Qui veut avoir quoi comme... Bon, c'est pour ça qu'il faudrait que nos États s'unissent. Parce que d'abord pour lutter contre la famine, la pauvreté, parce que ça c'est aussi un moyen pour nous, nos frères, d'accepter tranquillement ces propositions-là. Et maintenant, vous tuez vos frères. Qu'est-ce que vous y gagnez? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est pour ça que je dis, en réalité, le colonel s'est trompé de cible. Il ne devait pas quand même faire un coup d'État à Roch Kaboré, parce que si réellement Roch Kaboré n'a pas été ou n'est pas été formé pour l'armée, c'est eux qui sont, en tout cas, qui sont au front et qui devaient quand même faire des propositions. On lui reproche juste de ne pas bien entretenir l'armée, justement. Et est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils sont arrivés, quelles propositions eux ils trouvent? Quelles propositions eux ils mettent sur... enfin, quelle est véritablement la lutte qu'eux ils font contre Ils font des différences, c'est ça la question. Ils sont arrivés, est-ce qu'il y a une différence avec le temps de Kaboré? On n'a pas l'impression. Non, mais il n'y a pas de différence. Mais je crois que le moment, la période là, est beaucoup plus meurtrière que, en tout cas, à mon avis, que la période de Kaboré, ce qu'on lui reprochait. Aujourd'hui, le colonel est là, on tue tous les jours et à de grands nombres. Ce n'est pas bien. Dans tous les cas, il va falloir que, bon, comme les colonels décident de venir au pouvoir, qu'ils se donnent les coudes pour quand même lutter contre ces hommes-là qui nous font vraiment peur. Oui, parce qu'il a pris le pouvoir en janvier dernier, on a senti une petite accalmie, mais depuis 2 mois, les attaques ont repris de plus belle. Et depuis 2 mois, on compte plus de 200 morts civils et militaires. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ce que je voudrais dire, c'est vrai que aujourd'hui, on peut accuser l'armée de ne pas faire beaucoup parce que les tueries continuent, les assassinats de tous ordres dans ce pays-là. Sauf que, vous savez, l'armée a sa stratégie. C'est vrai que l'armée dispose, par exemple, des avions de guerre et d'autres moyens de guerre. Sauf que ces gens-là se confondent parfois dans les populations au point où l'armée a peur de faire des carnages dans les milieux où ces djihadistes-là se retrouvent. Vous savez que dans le cas d'espèce, on est dans une localité, je le disais, qui était sous blocus depuis plusieurs semaines. Oui. Tout comme d'autres localités, on n'a pas senti une stratégie de l'armée pour aller aider les populations. Il y a d'ailleurs un célèbre journaliste au niveau du Burkina qui dit que le cas de Mandjouari interpelle car logiquement les populations auraient dû bénéficier d'une protection dans leur déplacement. On n'a pas senti l'armée burkinabé sur ce front. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous savez, l'armée ne peut pas prendre le risque d'aller attaquer ces djihadistes-là à ce niveau par crainte que ces djihadistes-là se retournent directement contre les populations pour les éliminer. Il y aura beaucoup plus de morts que ce qui s'est passé. Tout simplement parce que, vous savez, quand l'armée arrive quelque part, c'est d'abord pour fouiller, savoir qui est djihadiste et qui ne l'est pas, tandis que les djihadistes, quand eux, ils arrivent, ils ne cherchent pas à savoir qui est de l'armée ou qui ne l'est pas. On tire sur tout ce qui bouge.
alors que l'armée doit être beaucoup plus méthodique pour éviter ces carnages-là. Et donc, la protection dont on parle, oui. la protection dont on parle, c'est l'inexistence, par exemple, d'un camp dans ce milieu-là. Et je ne crois pas que c'est après l'attaque des djihadistes qu'il faut créer ce camp ou un cordon militaire pour s'attaquer à ces djihadistes. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je crois que ce qui se faisait dans le temps, parce que vous savez, c'est pas aujourd'hui que ces djihadistes-là ont toujours cherché à attaquer le Burkina. Mais cela se passait par des négociations. Il faudrait toujours prendre langue avec ces gens-là, savoir ce qu'ils veulent réellement et voir dans quelle mesure on peut résoudre le problème de façon globale. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que c'est des jeunes, justement, mon frère parlait de famine, de pauvreté et tout ça, oui, c'est un véritable terreau pour ces djihadistes-là, pour faire leur recrutement. Et donc, si ces gens-là, parce que vous savez que c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre dans leur vie, parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas aller prendre une arme pour se faire peut-être tuer soi-même. Donc, c'est parce qu'ils ont forcément des problèmes. Alors, peut-être psychologique aussi. Vous savez que quand quelqu'un a véritablement faim, c'est difficile de réfléchir. On prend tout ce qui arrive à soi et puis on y va. Donc on ne réfléchit plus tellement, on a un problème psychologique. Il faut forcément que ce travail-là se fasse et avec l'armée et avec des négociateurs. Moi, c'est mon avis, c'est peut-être personnel, mais je pense qu'il ne faudrait pas laisser les populations subir ce qu'elles sont en train de subir là-bas. On va passer au second sujet. Nous serons du côté du Mali où la Russie promet donc d'être aux côtés du pays. Une délégation gouvernementale malienne s'était retrouvée à Moscou il y a quelques jours pour évoquer le partenariat entre les deux pays qui se renforcent au fil des mois dans des domaines économiques et sécuritaires. La délégation était conduite par le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et comprenait également les ministres des Transports, de l'Énergie et de l'Économie notamment. Au cours de cette visite, eh bien, la Russie a fustigé l'attitude de la France vis-à-vis du Mali en dénonçant une mentalité coloniale française toujours en cours. Les échanges commerciaux ont été l'un des autres aspects discutés. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, promet que le Mali continuera à recevoir du blé, des engrais, des produits pétroliers malgré les sanctions qui frappent le pays. Il a d'ailleurs souligné que Bamako était aussi touché par des sanctions qualifiées de pression illégitime. Est-ce que, Jérôme Sossou, vous direz qu'en la Russie, Bamako a trouvé le meilleur partenaire? Oui, le Mali se met petit à petit confiant par rapport à l'apport que la Russie le fait depuis un moment. Vous rappelez que la Russie a aidé le Mali à repousser ou à tuer des djihadistes. On a parlé d'un grand nombre. Et puis aujourd'hui, le Mali devient beaucoup plus sécurisé avec la présence des Russes. C'est vrai que on accuse la Russie, la France accuse l'armée ou l'armée de mercenaires, de mercenaires, alors qu'en réalité, le Mali dit que c'est un partenariat avec l'État russe. Et dans tous les cas, aujourd'hui, le Mali est sous embargo. Le Mali est sous embargo, mais ça ne se sent pas que le Mali est sous embargo. La preuve en est que l'engrais est beaucoup plus moins cher
au Mali qu'au Togo. 12 500 au Togo. Alors que nous ne sommes pas en guerre. Et on produit quand même l'un des produits. On a le phosphate. Le phosphate, tout à fait. Et puis il y a d'autres matériels qui nous permettront quand même de produire de l'engrais. Il y a le compost, il y a les fumiers, il y a l'urine, etc. Donc aujourd'hui, je suis content pour le partenariat russe-Mali. Et je suis franchement très à l'aise parce que depuis que cette histoire a commencé, les Maliens ne se sont pas encore manifestés contre la junte, comme quoi la femme, etc. Mais au contraire, c'est le Mali qui vit bien. Si la Russie va envoyer le blé est devenu très rare à Lomé, et lorsque la Russie va envoyer les armes pour la protection du Mali, je crois même qu'il l'avait déjà fait, la Russie l'avait déjà fait, et on avait formé les femmes pour manipuler les armes les plus sophistiquées que la Russie a envoyées. Et donc aujourd'hui, je suis content pour le Mali, et je suis d'ailleurs trop fier lorsque la Russie accuse à son tour la France de continuer la mentalité coloniale jusqu'à maintenant, alors que nous ne sommes plus en 1960 où donc, les choses évoluent énormément, et donc la France a décidé de quitter le Mali, mais qu'elle aille se reposer quelque part. Il y a d'autres. La Cannes qui part, c'est pas la France officielle. Bon, dans tous les cas, il y a d'autres pays qui ont besoin de la France, notamment le Togo a besoin de la France pour quand même, je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, moi, je suis franchement fier pour cet accord qui rassure la junte et qui rassure les Maliens. Les Maliens, justement, Moscou, aux côtés de Bamako. Nous allons écouter le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Nous comprenons, mais n'apprécions pas la tentative de la France et d'autres pays de l'UE de prétendre à un rôle dominant en Afrique et dans d'autres régions. Le mécontentement des collègues français face au désir des autorités maliennes de demander de l'aide à des forces de sécurité étrangères n'est rien d'autre qu'une récidive de mentalité coloniale dont les Européens auraient dû s'être débarrassés depuis longtemps. Un environnement où chaque jour, il y a des tentatives pour nous mettre en difficulté, parce que le seul problème que nous avons, c'est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont décidé de gérer leur pays conformément à leur vision. Et bon, je crois que certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. Voilà donc les propos des deux ministres des Affaires étrangères russes et maliennes. Si on était dans un mariage, on parlerait de belle lune de miel entre les deux pays. Eric Johnson. Oui, vous savez, le Mali est un pays, est un État souverain qui a la latitude d'avoir des relations de coopération avec n'importe quel autre pays du monde. Cependant, lorsque j'écoute ces propos-là, je me dis que si vous voulez faire quelque chose de consistant, quelque chose qui va aider les peuples à mieux vivre, vous n'avez pas besoin de vous attaquer à d'autres. Je vais vous rappeler quand même que en 1961, après l'indépendance du Mali, le père de la nation malienne, comme on l'appelle là-bas, Modibo Keïta, a eu une coopération parce que la France était complètement sortie de la vie de Mali, donc il a fait recours aux pays soviétiques et communistes. Et donc la Russie était déjà présente
sinon l'URSS était déjà présente au Mali. C'est aujourd'hui ce que nous avons dans l'armée malienne, beaucoup d'officiers qui ont été formés là-bas justement à travers cette coopération qu'il y avait entre le Mali et l'URSS dans le temps. Et donc, tous ces officiers-là ont été formés là-bas, sauf que, en son temps, si le Mali est attaqué, la Russie, l'URSS n'interviendrait pas sur le plan militaire. L'URSS instruisait les militaires maliens, fournissait des armes et la coopération était tissée de cette manière-là. Donc, aujourd'hui, quelle est cette nouvelle forme de coopération qu'il y a entre le Mali et la Russie? Est-ce que dans les nouvelles clauses, les militaires russes doivent intervenir lorsque le pays, le territoire malien est attaqué? Nous sommes dans une situation où nous parlons de djihadistes et de terroristes. Ok. Nous avons à la genèse de ce mouvement-là des Maliens qui sont des Touaregs qui réclamaient quelque chose, qui réclamaient une certaine inclusion. Et tout de suite, on les a qualifiés de terroristes. On n'a pas voulu tout de suite prendre en compte leurs réclamations, mais on les prenait pour des gens qui cherchaient à déstabiliser l'État malien. Et aujourd'hui, petit à petit, à la suite de l'assassinat du président Kadhafi, cette situation s'est envenimée et on se retrouve devant des groupes djihadistes qui ont commencé par opérer à partir du nord du Mali. Ça veut dire que aujourd'hui, ce sont des Maliens qui continuent par attaquer les symboles de l'État malien. En aucun moment, personne ne peut être d'accord avec cette situation-là. Il faut combattre ces gens. Si on est arrivé à accepter la présence d'autres forces internationales comme les forces françaises, allemandes et tout ça, c'est parce que la situation a commencé par gangrener dans la zone. Et on parlait du djihadisme, du terrorisme dans le Sahel. Ce n'est plus seulement le Mali qui avait des problèmes. Ça s'est agrandi dans toute la zone du Sahel. Si il y a aujourd'hui une junte qui est au pouvoir et qui estime que la coopération du Mali avec les pays occidentaux n'a pas marché et qu'il faut aller chercher d'autres partenaires militaires ou partenaires au développement, mais c'est de bonne guerre. Cela doit permettre quand même de régler le problème du Mali. Mais est-ce que, avec la situation actuelle, si nous sommes tous d'accord que le problème du djihadisme et du terrorisme ne se limite plus seulement au Mali, est-ce qu'à partir de ce moment, lorsqu'on arriverait à résoudre le problème malien, qui n'est pas pour finir aujourd'hui parce que ces djihadistes-là ont une stratégie que personne n'arrive à détecter ou à cerner. Et donc, si on arrive à résoudre le problème au Mali, est-ce que cela suffirait pour résoudre le problème du djihadisme? Est-ce qu'après, ces gens-là ne reviendraient pas encore à partir des autres pays qui sont dans le Sahel? C'est la grande question. La grande question. Maintenant, je vais répondre à ta question. Cette coopération avec la Russie, mais si on peut apporter déjà du pétrole, du blé, des engrais au Mali,
Attention, quand Jérôme disait que les Maliens vivent bien, je suis désolé. Il faut écouter les Maliens. Il faut suivre un peu ce qui se passe au Mali. Avec ces sanctions-là, j'avoue que le peuple malien est en difficulté. Mais si la Russie peut apporter tout ça, ces vivres, ces fournitures de pétrole, etc., je crois que ça va soulager un peu le peuple malien. Justement, ce que promet donc la Russie, c'est d'assister économiquement le Mali qui on le sait fait face aux sanctions de la CEDEAO, mais la Russie elle-même est sous sanctions internationales. Deux pays sanctionnés promet de faire venir des engrais, du blé, des produits pétroliers. Est-ce que vous pensez que la Russie, j'ai envie de dire, ne fait pas juste une promesse pour envers je ne crois pas. Quelque chose de réaliste. Je ne crois pas parce que la Russie a déjà fait le pas au Mali sur le plan sécuritaire. Ouais. Et donc, je ne pense pas que ça pourrait être un effet d'annonce. Je ne le crois pas du tout. Et si vous vous rappelez même le ministre des Affaires étrangères, Lavrov avait salué le dynamisme avec lequel la junte est en train de gérer le pays. Donc moi, je me dis qu'avec tout ça là, la Russie ne pourra pas quand même venir au Mali pour bluffer la junte et puis repartir. Bon, être sous sanction, est-ce que ça empêche la Russie de faire ce qu'elle veut? La Russie est tranquille, même si elle est sous sanction, mais elle est aussi sanction des Occidentaux. Et donc, moi, je me dis que c'est une guerre de communication qu'ils sont en train de faire. Moi, le plus important pour moi, c'est de trouver de quoi les Maliens vont se nourrir pour quand même être tranquilles et aller jusqu'au bout de leur objectif. Donc, je ne trouve pas, dans tous les cas, que la Russie est en train de bluffer le Mali. Mais dans tous les cas, attendons de voir ce qui va se passer d'ici au lendemain. Alors, je paraît réaliste que la Russie puisse assister le Mali. De toutes les façons, moi, la première question que je m'étais posée, c'est de savoir par où vont passer toutes ces fournitures-là. Parce que le Mali vit dans... un pays enclavé. Oui, et puis... Il y a la Guinée qui... il y a la Guinée, il y a d'autres pays qui... L'Algérie est producteur de pétrole. Déjà, je pense que ce n'est pas seulement la Russie qui va faire passer son pétrole à travers l'Algérie pour s'il y a un accord entre eux, ça peut se passer. Ok. Toutefois, je me suis posé la question de savoir si tout cela est gratuit. Je prends le cas de la Centrafrique où, en 2020, après une visite du président Touadéra en Russie, au lendemain de cette visite-là, on a eu des signatures d'accords, des licences d'exploitation minière, on a eu des contrats, etc. Ça veut dire que la Russie ne vient pas, justement, par amour au Mali. Tout le monde le sait. Alors, qu'est-ce que l'État malien va donner en retour à la Russie qui promet du pétrole qui coûte beaucoup cher aujourd'hui, du blé qui est un peu rare, de l'engrais et du blé, etc. Qu'est-ce que l'État malien va payer en retour? Moi, ma question se trouve à ce niveau. Toutefois, je fais quand même une analyse en allant vers ce qui s'est passé ailleurs. Quand je prends l'exemple de la Centrafrique, qui aujourd'hui est pratiquement un pays, franchement, qui n'en peut plus parce que les finances sont à terre, l'État centrafricain est à la recherche de moyens financiers
ne serait-ce que pour entretenir même l'administration. Alors, est-ce que c'est dans ça que le Mali va se retrouver demain? Parce qu'il ne faudrait pas accepter tout ce qu'on nous donne sans penser à ce que nous aussi nous allons donner. C'était justement la question que j'allais poser. Tout cela, on s'imagine, c'est pas gratuit. Et c'est clair, mais qu'est-ce que l'État malien a proposé à la Russie? C'est là où la question se pose. Parce que la Russie aussi, c'est un pays qui veut bien faire des affaires. C'est une opportunité, hein, Jérôme Sosso, pour elle aussi, de faire des affaires, de vendre ses produits. Et bien entendu. Et l'Afrique reste toujours celle qui consomme. Elle est là, malgré le fait que nous avions quand même des ressources. Il y a quelqu'un qui n'aime pas qu'on le dise, mais c'est une réalité absolue. Mais bon, après 60 ans, on tient encore la queue à ces étrangers, à ces occidentaux, en attendant de continuer de fournir la richesse du sous-sol africain à ces occidentaux qui reviennent nous dicter la loi. Bon, dans tous les cas, c'est vrai que ce n'est pas gratuit, mais je crois que le plus important pour les Maliens serait d'arriver à atteindre leur objectif. Sécuriser le pays, le remettre sur le plan démocratique, et c'est ce qu'eux-mêmes disent. Et donc, si c'est cela l'objectif, je crois que ça ne coûte rien au Mali d'accepter des propositions pourvu que ces objectifs soient atteints. Et après, on peut réviser les contrats. On peut réviser les contrats, même si parfois c'est difficile. Alors, au moment où on le fait, on se débarrasse de l'autre et puis... Oui, mais puisque c'est l'objectif que poursuit la junte. C'est-à-dire sécuriser le Mali, sécuriser le Mali et puis le mettre sur les rails de la démocratie. C'est ce qu'eux-mêmes disent. Mais c'est pas faire ce que nous-mêmes nous dénoncions déjà. C'est-à-dire qu'on dit les termes des contrats avec les pays occidentaux ne nous plaisent plus. Nous voulons d'autres partenariats. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on nous dit clairement ce que l'État malien est en train de proposer à la Russie? Si tel est le cas, ça veut dire que nous retombons dans les mêmes travers. Et c'est ce qu'il ne faudrait pas pour cette junte qui déjà est en train de montrer un autre visage. Et étant donné que nous continuons d'être demandeurs, oui, nous tendons toujours la main, mais on n'a pas le choix. Alors, c'est pour ça qu'il faut accepter qu'on pille nos ressources. Mais malheureusement, non. Qu'est-ce que les chefs d'État africains font pour quand même empêcher cela? Lorsque cette histoire du Mali a commencé, ce sont les chefs d'État africains eux-mêmes qui ont mis en premier les bâtons dans les roues de la junte. Et ils continuent de le faire. Au lieu de soutenir cette junte-là, pour quand même désillusionner ou décourager un peu les Occidentaux, mais ils soutiennent les Occidentaux contre leur propre peuple. Jérôme, on va s'arrêter pour 10 minutes. Le temps pour nous de suivre le journal de 13 h et de revenir pour...